Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux aujourd'hui d'être rejoint par le colonel Jacques Beau du service de renseignement stratégique suisse, du moins maintenant à la retraite. Et il faut aussi ajouter qu'il est un auteur assez prolifique. Un livre après l'autre, et chacun plus excellent que le précédent. C'est un grand privilège. J'ai lu votre travail et entendu beaucoup parler de vous. Donc c'est formidable de vous rencontrer enfin, presque en personne. Merci beaucoup pour vos aimables paroles et pour m'avoir invité à votre émission. Je regarde très souvent votre émission avec les différentes interviews. Je suis très honoré d'être interviewé. Merci. Eh bien, merci. Et je pensais qu'il y a beaucoup de choses dont je veux discuter, principalement autour de l'échec total de la diplomatie et comment nous avons fini, du moins en Europe, par ne considérer que la guerre, ce qui est assez tragique. Mais je pensais que nous pourrions peut-être commencer par le développement le plus récent, qui a été cet accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Ukraine, où ils suggèrent maintenant, oui, qu'il y a un cessez-le-feu de 30 jours, et maintenant, ils vont le proposer aux Russes. Et selon les mots de Marco Rubio, la balle est dans le camp de la Russie. Cela semble contredire la plupart, enfin, tout ce que la Russie a avancé. Mais encore une fois, on ne devrait pas simplifier à l'excès. Je pense qu'il y a eu une certaine excitation en Europe à l'idée que les Russes ne peuvent pas l'accepter. Et puis les Américains rejoindront le camp de l'Europe et Zelensky contre la Russie à nouveau. Mais comment voyez-vous cela ou lisez-vous la situation? Eh bien, tout d'abord, je pense que ce conflit particulier est entouré de nombreuses idées fausses. Tout d'abord, la raison pour laquelle il a éclaté, comment il s'est développé, quels étaient les objectifs et tout cela. Et nous voyons dans la phase que nous vivons aujourd'hui, qui est la tentative des États-Unis d'imposer ou de faciliter une solution, selon comment on le voit, nous voyons beaucoup de malentendus et de conceptions erronées. Je vis à Bruxelles, et bien sûr, ici à Bruxelles, on constate que le discours est extrêmement propagandiste, et chaque tentative de parler aux Russes est considérée comme prendre parti pour les Russes, ce qui est assez surprenant. Et je me souviens d'un bon ami à moi, un vieil ami qui était ambassadeur de Suisse à Kiev jusqu'à l'année dernière, Claude Wild, qui a dit une fois lors d'une interview à la télévision suisse que parler aux Russes reviendrait à récompenser l'agresseur. Et je pense que cela résume très bien ce que l'on voit dans les médias, que même parler à la Russie est déjà un problème. Et quand Trump est arrivé et a dit cela, en fait, il l'a dit bien avant d'arriver, parce que nous savons qu'il voulait résoudre le problème déjà l'année dernière. Mais quand il a dit qu'il voulait trouver une solution et qu'il a commencé à avoir des discussions avec les Russes, il y a 10-15 jours, tout le monde a dit, eh bien, ils ont essayé de conclure un accord sans prendre en compte les Ukrainiens. Et comme nous le savons, première discussion entre les États-Unis et la Russie portait sur le rétablissement du contact diplomatique. Il s'agissait donc de rétablir une ligne de communication, si vous voulez, à un niveau diplomatique, bien sûr, et tout ce qui va avec. Et ce que nous avons eu il y a 2 jours avec cette réunion à Jeddah entre les Ukrainiens et les Américains faisait en fait partie du problème que les Américains ont, à savoir convaincre les Ukrainiens de s'asseoir à la table des négociations. Les Ukrainiens sont extrêmement réticents à le faire. Nous pouvons en discuter plus tard, mais pour résumer, ils sont réticents à le faire. Les Américains ont essayé de faire pression sur eux pour qu'ils prennent une position. En fait, ce qui a été discuté à Jeddah n'était pas tant quel type de solution nous pourrions avoir pour la paix avec les Russes, mais une position pour que les Ukrainiens commencent le processus.
Et je pense que les Américains comprennent, et probablement les Russes aussi, bien qu'ils aient déjà défini quelles sont les conditions de base qu'ils veulent pour la négociation. Mais pour les Américains, je pense qu'ils sont conscients qu'un processus de paix est précisément un processus. Cela signifie qu'il faut au moins définir une position de départ. Et ensuite, il doit y avoir une itération, un processus itératif entre les deux parties, pour avoir à la fin une position commune sur un accord. Mais ça doit commencer quelque part. Et je pense que c'est ce que les Américains ont essayé de faire avec les Ukrainiens. Et évidemment, si vous lisez, je veux dire, je ne connais pas les détails, mais quand je suis allé sur le site du département d'État américain, j'ai eu une idée du contenu de cette position. Évidemment, ce n'est pas une position qui est, à mon avis, à ce stade acceptable pour les Russes. Mais je comprends que les Américains en sont conscients et ils le savent, et ils veulent probablement encourager les Ukrainiens à commencer par cela et à discuter sur cette base pour parvenir à autre chose. C'est mon point de vue personnel à ce sujet, mais ce qui a été décidé à Jeddah n'est certainement pas quelque chose, en fait, cela contredit même ce que les Russes voulaient. Parce qu'en juin, l'année dernière, le 14 juin, alors que Poutine s'adressait aux responsables du ministère des Affaires étrangères en Russie à Moscou, il a fixé quelques jalons, si vous voulez, ou conditions, préconditions pour s'engager dans des négociations. Et il a dit, pour commencer, qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Si les Ukrainiens sont d'accord pour entamer une discussion, alors bien sûr les armes peuvent cesser de tirer, mais ce ne sera pas un cessez-le-feu pour rien. Et puis probablement un processus, le cessez-le-feu, s'il y a un cessez-le-feu tel que je le comprends, il doit faire partie du processus. Et si je lis le document qui a été publié sur le site du département d'État, je ne vois pas ce cessez-le-feu comme le début d'un processus en fait. C'est juste 30 jours, point. Mais il n'y a pas de conditions liées à ce cessez-le-feu. Et c'est quelque chose que les Russes voudront probablement discuter. Et ils peuvent être d'accord avec un cessez-le-feu, mais à condition que le cessez-le-feu mène quelque part. C'est mon point de vue personnel à ce sujet. Eh bien, je suppose que l'une des raisons pour lesquelles les Russes sont si réticents à accepter un cessez-le-feu temporaire est, comme vous l'avez suggéré, qu'ils craignent que cela ne soit simplement utilisé comme une pause temporaire pour réarmer les Ukrainiens. Et je suppose que c'est une partie de l'élément intéressant, le fait que maintenant les Américains commencent à donner des armes aux Ukrainiens. Mais je suis d'accord avec votre évaluation sur l'objectif du cessez-le-feu. Peut-être est-ce juste pour apaiser certains des faucons russes aux États-Unis, pour amener les Ukrainiens un peu plus vers des négociations, étant donné leur réticence même à envisager une telle chose qu'un cessez-le-feu, mais aussi possiblement pour impliquer les Européens, au moins pour parler de paix également. Donc, cela pourrait être juste une partie d'un processus. Je suppose que nous découvrirons s'ils disent maintenant aux Russes « prenez-le ou laissez-le, ou nous vous sanctionnerons ». Cela sera problématique. Mais en ce qui concerne les Russes, impliqués dans un cessez-le-feu temporaire, la chose clé que les Russes évoquent toujours est l'accord de Minsk, car ils l'ont fait dans le passé. C'est cette année de Minsk, où ils soutiennent que l'Occident l'a simplement utilisé pour gagner du temps et remplir l'Ukraine d'armes pour changer les réalités sur le terrain. Mais je vois aussi que Macron a soutenu que c'était la Russie qui avait violé l'accord de Minsk. Et je sais que cette guerre est en grande partie une guerre de récit. Mais que s'est-il passé avec l'accord de Minsk? Parce que c'est quelque chose que vous avez vraiment exploré et écrit, et je pense que c'est très important, car si vous suivez simplement les nouvelles, on a l'impression que la Russie a violé l'accord de Minsk et que c'était entièrement de la faute de la Russie. Je trouve cela fascinant.
Absolument. J'ai étudié en particulier ce qui s'est passé au début de l'opération militaire russe. Je veux dire tout ce qui s'est passé juste avant et les implications ou la mise en œuvre de l'accord de Minsk. Maintenant, une erreur courante est de supposer que l'accord de Minsk était un accord entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est faux. Je veux dire, si vous lisez l'accord de Minsk, les deux accords de Minsk, d'ailleurs, le premier qui a été signé en septembre 2014 et le second qui a été signé en février 2015, les deux accords étaient en fait des accords entre les autorités de certaines zones des oblasts de Luhansk et de Donetsk. L'abréviation en ukrainien est Ordlo. Ce sont des régions séparées, spéciales des oblasts de Donetsk et de Luhansk. C'est Ordlo. Ainsi, les autorités de l'Ordlo et de Kiev, ainsi que la Russie et Donetsk pour l'Ordlo, et de l'autre côté pour Kiev, l'Allemagne et la France, étaient les garants du conflit. Cela signifie qu'ils s'étaient engagés non pas à forcer, mais à convaincre les parties de mettre en œuvre l'accord. Et vous pouvez voir que même pendant la présidence de François Hollande, de 2015 jusqu'en 2017, lorsque Emmanuel Macron est arrivé, les Français ont essayé, ont fait tous les efforts pour que cet accord interne devienne un accord international. Et pour cela, les Français ont toujours promu le soi-disant format Normandie, qui en fait était un format défini. Je pense que c'était en 2014, lors de la célébration du jour J en Normandie. Et à cette occasion, Vladimir Poutine, Petro Porochenko, François Hollande et Angela Merkel étaient présents. François Hollande, of course, and Angela Merkel were present. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à parler de la situation et tout ça. Et c'est ce que les Français appelaient le format Normandie. Ils voulaient trouver une solution au conflit en Ukraine basée sur cela. Mais remarquez que le format Normandie est un format qui inclut tous les chefs d'État, je veux dire la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne, mais n'inclut pas ceux qui étaient en fait inclus dans l'accord de Minsk, à savoir les autorités de l'Ordlo, les régions. François Hollande dans la première phase, puis Emmanuel Macron ont fait tous les efforts pour trouver une solution dans le cadre du format Normandie. Et nous avons un exemple très clair de cela, car l'un des derniers appels téléphoniques entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a eu lieu le 20 février 2022. Incidemment, il y avait des personnes dans le bureau d'Emmanuel Macron et ils ont enregistré cet appel téléphonique. Par conséquent, nous avons la transcription de cela. Elle a été publiée en France, au moins. Elle a probablement été publiée ailleurs, mais au moins en français. Ici, nous voyons qu'Emmanuel Macron n'a même pas lu l'accord de Minsk, parce que, et c'était même le titre d'un média en France, nous nous fichons des séparatistes. Et comme je l'ai dit, l'accord de Minsk visait précisément à établir un dialogue entre les soi-disant séparatistes, qui n'ont jamais été des séparatistes d'ailleurs, mais des autonomistes, et Kiev. C'était le but de l'accord de Minsk. Il s'agissait de définir un cadre pour ce dialogue. Et Emmanuel Macron a dit à ce sujet, nous nous moquons des séparatistes, ce qui signifie qu'il n'a évidemment pas compris ou lu l'accord de Minsk. Je pense que tout le problème lié à la mise en œuvre de cet accord est lié à cela. Il y a une confusion sur le type de traité qu'il est. Nous avons également une déclaration d'Ursula von der Leyen en 2021, où elle a dit « La Russie ne met pas en œuvre, donc nous n'avons pas à parler à la Russie » et des choses comme ça. Je pense que c'est le point principal. Maintenant, l'idée de l'accord de Minsk et le premier projet de cet accord remonte à août ou septembre 2014. Il a été rédigé avec l'aide de Heidi Tagliavini.
Heidi Tagliavini était une diplomate suisse et à cette époque, elle travaillait pour l'OSCE. Elle était l'envoyée pour l'Ukraine et a aidé à rédiger le premier projet de ces accords. Ces accords contiennent des éléments qui, pour une personne suisse, sont très faciles à détecter car ils incluent des éléments de la solution fédérale suisse. Nous devons nous rappeler que toute la question en Ukraine a été déclenchée le 23 février 2014. Lorsque les nouvelles autorités de Kiev, non élues, ont changé le statut de la langue russe. La langue russe, selon la loi de 2012, la loi Kivalov-Kolesnichenko, était une loi qui établissait le russe et l'ukrainien comme les deux langues officielles de l'Ukraine. Et le 23 février 2014, les autorités nouvellement élues ont dégradé le statut de la langue russe. Cela signifie qu'à partir de ce moment-là, la population russe en Ukraine était toujours autorisée à utiliser le russe. Ce n'était pas interdit. Ils n'ont jamais interdit le russe, sauf dans les écoles et des choses comme ça, mais pour l'usage général, ce n'était pas interdit. Mais le problème est que toute interaction entre le citoyen et l'administration ne pouvait plus se faire en russe. Tout devait être dit en ukrainien. Pour la population russe, c'était un changement très significatif. Et pour cette raison, dès le premier jour, c'est-à-dire le 23 février 2014, jusqu'à l'accord de Minsk, en gros, tout le sud de l'Ukraine, pas seulement le Donbass, mais tout le sud de l'Ukraine s'est soulevé et il y a eu des manifestations partout. Je veux dire, il y avait des milliers de lieux, villages, hameaux, villes, peu importe, où il y avait des manifestations de la population russe. Et la répression de ce soulèvement a été extrêmement brutale. L'armée ukrainienne qui était impliquée dans cette répression ne voulait pas suivre. Je veux dire, ces soldats russophones ont fait défection, ce qui a entraîné l'utilisation de forces paramilitaires et tout cela. Et cela a conduit à la situation que nous avons finalement eue en 2021. En 2021, une chose très importante qui est toujours omise par les historiens et la presse est le décret publié par Volodymyr Zelensky le 24 mars 2021 qui revendiquait la souveraineté sur la Crimée et le sud du pays. À partir de ce moment-là, il y a eu une augmentation de la pression militaire sur le Donbass. Ils ont commencé à construire des fortifications dont nous entendons encore parler avec Bakhmut, Severodonetsk et tout cela. En fait, cela a incité, et dans mes livres, j'ai même publié les chiffres fournis par l'International Crisis Group, qui est, soit dit en passant, financé par le gouvernement suisse ou même George Soros et tout cela. Donc rien du Kremlin. Mais ils ont démontré qu'à partir de la fin mars 2021, il y a eu une première augmentation des violations et des tirs d'artillerie sur le Donbass. Ces tirs d'artillerie ont encore augmenté d'un facteur de 3 ou 4 à la mi-février 2022. Et c'est ce qui a incité l'action russe. L'action russe est très intéressante à étudier aussi parce que, malgré toutes les demandes venant du Donbass pour que ces républiques intègrent la Fédération de Russie, Poutine a toujours refusé cela, parce qu'il disait que nous avons l'accord de Minsk, et que l'accord de Minsk devrait être la plateforme pour résoudre le conflit. Et il a refusé d'annexer ou d'intégrer ces républiques à la Russie. Mais si vous vous souvenez, Joe Biden, avant le 16 février 2022, a dit « Je sais que les Russes commenceront à attaquer le 16 février ». Vous vous en souvenez peut-être. Et le fait est que le 16 février, vous voyez l'augmentation dramatique des tirs d'artillerie sur le Donbass. Les Américains et les Ukrainiens ont probablement anticipé que l'offensive qui devait être lancée en février contre le Donbass déclencherait une intervention russe. En fait, tout indique, et vous vous souvenez peut-être aussi de la fameuse interview d'Alexei Arestovitch du 18 mars 2019,
où il explique le processus qu'il doit y avoir un conflit ouvert avec la Russie pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Et c'était tout l'enjeu. Et cela devait commencer à la mi-février 2022. Le 15, un jour avant, certains députés de la Douma ont demandé à Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des deux républiques du Donbass. Poutine a refusé cela, mais il a ensuite changé d'avis 2 jours plus tard en raison des tirs d'artillerie qui avaient commencé contre le Donbass et qui augmentaient. À partir de ce moment-là, il y a eu un calcul très intéressant de la part des Russes, car ils ont décidé de reconnaître l'indépendance des deux républiques. Ils ont considéré qu'à ce moment-là, l'accord de Minsk était mort et qu'ils pouvaient donc se permettre de reconnaître les deux républiques. En reconnaissant les deux républiques, ils pourraient faire passer un traité avec elles et la Fédération de Russie, un traité d'amitié et d'assistance. Ce traité a été adopté le 21 février 2022. Il a été ratifié par le Parlement de la République de Lugansk, celui de Donetsk et la Douma à Moscou. Sur la base de cette ratification, les deux républiques pourraient alors demander l'activation du traité et solliciter une assistance le 23 février. Sur cette base, la Russie pourrait invoquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies et intervenir sous le label ou le principe de la responsabilité de protéger. En fait, si vous allez sur le site de l'ONU, vous verrez les conditions de la responsabilité de protéger et vous verrez qu'il y a 3 piliers. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais le 3e pilier prévoit la possibilité d'intervenir dans un pays pour protéger une population et de le faire dans le cadre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui est la défense collective ou quelque chose comme ça. Et c'est exactement ce que les Russes ont fait. Donc c'est un peu délicat, mais légalement c'était dicté par la situation. Cela montre que les Russes ne sont pas des tireurs impulsifs. Quand ils font des choses, ils les planifient. C'est soigneusement planifié. Ils y réfléchissent attentivement. Et quand ils commencent leur opération, c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté et planifié. Ce n'est pas juste quelque chose qui sort de nulle part. Donc voilà, en résumé, la situation. C'est intéressant ce que vous avez dit sur qui sont les garants par rapport à qui sont les parties du conflit. Car lorsque vous lisez l'accord de Minsk, la Russie n'est pas mentionnée. Et pourtant, on entend cet argument selon lequel la Russie ne l'a pas mis en œuvre. Mais c'était aussi quelque chose que nous avons vu au fil des années, à savoir que nous exigeons effectivement que la Russie reconnaisse qu'elle fait partie de ce conflit. Et bien sûr, on peut faire valoir que cette guerre a de nombreuses couches. Il y a un problème interne, puis il y a les acteurs externes, la Russie en faisant partie, tout comme l'OTAN en fait également partie. Mais en ce qui concerne les articles spécifiques de cet accord, ils avaient des questions précises, comme le retrait des armes lourdes, mais aussi le début de la diplomatie avec le Donbass. Quel était le principal problème pour amener Kiev à engager le Donbass dans la diplomatie? Parce qu'ils allaient discuter et accorder l'autonomie à travers ces changements constitutionnels. Cela n'a vraiment jamais avancé, cependant. Si vous lisez l'accord de Minsk, vous verriez, comme je l'ai dit, qu'il a été initialement conçu par un diplomate suisse, avec probablement le modèle suisse à l'esprit, dans lequel vous permettez une certaine autonomie pour les différentes régions en termes de coutumes, langue, religion, pratiques et des choses comme ça. Si vous lisez l'accord de Minsk, vous pouvez vous demander où est le problème pour Kiev, en fait. Il permet plus de flexibilité pour les régions d'utiliser leur langue, par exemple, et des choses comme ça. Donc, il y a différents problèmes. Tout d'abord, j'avais l'habitude de travailler à l'OTAN sur la base d'un accord spécial entre le gouvernement suisse et l'OTAN,
et j'avais un poste à l'OTAN. Je surveillais le problème de la prolifération des armes légères, et évidemment, c'était un problème en Ukraine. Et pour cette raison, j'ai suivi de très près la situation en Ukraine avec les informations que j'ai reçues de l'OTAN. J'ai été surpris de voir que même sur le Maïdan, beaucoup de gens, il y avait ces extrémistes de droite qui parlaient d'une Ukraine uniquement pour les Ukrainiens. Et c'est probablement une partie du problème. Il y avait des gens qui disaient qu'ils ne voulaient pas de Russes. Et d'ailleurs, cela a soulevé beaucoup de questions, car si vous regardez par exemple certains États baltes, ils n'ont pas de statut pour les citoyens russes, certains d'entre eux. Si vous allez en Estonie et en Lettonie par exemple, ils n'ont pas de statut pour les Russes. Ils sont même considérés comme des non-citoyens. Et certains non-citoyens russophones ont en fait un passeport européen et non un passeport letton, par exemple. Cela signifie que le problème avec ces pays qui ont émergé de l'Union soviétique est qu'ils ont émergé avec une approche très forte, voire ultra-nationaliste, de l'idée de nation. L'idée de nation en Suisse est totalement séparée de la langue, par exemple. Nous pouvons être suisses en tant que germanophones, francophones ou italophones, sans aucun problème. Ce n'est pas quelque chose qui nous divise. Mais pour beaucoup, et spécifiquement en Ukraine, cela a été un facteur de division, surtout avec les nouvelles autorités arrivant au pouvoir. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect est qu'évidemment, si vous lisez le célèbre rapport de Rand d'avril 2019, Extending Russia, Competing from Advantageous Ground, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas du sous-titre, mais le titre principal est Extending Russia. C'est un énorme document de 300 pages qui explique comment déstabiliser la Russie. Et là-dedans, vous pouviez voir qu'il y avait une idée selon laquelle la Russie devait être déstabilisée. Cela explique probablement pourquoi les États-Unis, en particulier l'administration en 2014, étaient si désireux de promouvoir un gouvernement défavorable à la Russie. C'était une idée pour, isoler la Russie en fait. Déjà en 2014, vous aviez les premières sanctions qui sont arrivées juste après le Maïdan et tout cela, et cette idée que la Russie avait envahi la Crimée. C'était totalement faux d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, cela a empêché toute diplomatie. Parce que je pense, et j'ai cité mon ancien collègue, un ambassadeur suisse, et je pense que c'est un peu l'ambiance qui imprègne la diplomatie occidentale concernant l'Ukraine. Nous avons considéré que la Russie, en fait, était présentée comme l'initiatrice du conflit en 2014. Par conséquent, ouvrir des pourparlers et leur parler revenait simplement à les récompenser. Je pense que cela a beaucoup imprégné la diplomatie occidentale en général. Et en Europe, ce n'est pas très difficile à faire, surtout à cause de la Nouvelle Europe. Vous vous souvenez peut-être de l'expression de Donald Rumsfeld qui faisait une distinction entre l'ancienne Europe, l'Europe traditionnelle, qui était contre l'intervention américaine en Irak, comme la France, l'Allemagne, etc., et l'Italie, l'Espagne, et la Nouvelle Europe, qui était très favorable à la politique américaine à cette époque. Et nous voyons, et j'ai également constaté cela au sein de l'OTAN, vous pouvez voir une grande division dans l'état d'esprit entre ceux qui viennent de la Nouvelle Europe, les États baltes, la Pologne, la Tchéquie, etc., et la Roumanie et la Nouvelle Europe. Même les officiers ont une approche totalement différente du conflit ukrainien à cette époque, même si leur gouvernement était très aligné avec les Américains. Mais quand j'ai parlé à mes pairs de l'OTAN, même aux officiers d'Europe occidentale, aucun n'était en faveur de la rupture avec la Russie. C'était très intéressant lors des discussions privées.
Mais d'un autre côté, quand vous parliez aux gens de la Nouvelle Europe, vous aviez vraiment l'impression que c'était plus profond que simplement une question de politique. J'ai eu l'occasion de travailler un peu, dans le cadre de mon travail à l'OTAN, avec l'Union européenne et le Service européen pour l'action extérieure, et j'ai ressenti exactement la même chose en Europe. Vous aviez exactement le même type de division. L'Europe de l'Est est extrêmement liée émotionnellement au conflit en Ukraine et extrêmement opposée à la Russie. Cela explique pourquoi il n'y a pas beaucoup d'activités diplomatiques en termes de maintien des relations avec la Russie. In terms of maintaining relations with Russia. In addition to that, I think the main problem, En plus de cela, je pense que le principal problème, si vous regardez l'Union européenne par exemple, c'est qu'ils n'ont jamais, je veux dire, nous avons l'impression que ce qui unit les Européens, c'est la haine contre les Russes. Vous voyez? Et j'ai le sentiment que plus nous avançons dans le temps, plus cela devient le seul point de convergence. Probablement pas le seul, mais aujourd'hui vous avez Trump, qui devient probablement un autre point de convergence en Europe. Mais en essence, c'est la seule chose qui unit les Européens, ou une chose très importante qui unit les Européens. Et c'est pourquoi le discours en Europe semble être si fortement dirigé contre la Russie. Et quand vous avez des pays comme la Hongrie, qui a une minorité hongroise en Ukraine, Hungarian minority in Ukraine, and this minority suffered from the new. et cette minorité a souffert des nouvelles autorités que vous avez à Kiev. Parce que, comme je l'ai dit, à Kiev, les nouvelles autorités qui ont émergé en 2014 voulaient avoir une Ukraine ukrainienne. Cela signifie que tous ces Hongrois et Roumains qui font partie de l'Ukraine ont en fait face à de nombreuses exactions contre eux. Et le gouvernement hongrois s'est plaint plusieurs fois au Conseil de l'Europe du comportement des autorités ukrainiennes envers les minorités. La seule chose est que c'est une très petite minorité, probablement 200 000 personnes. Donc ce n'est pas une grande minorité, c'est très important pour les Hongrois. Mais quand vous regardez la carte de l'Ukraine, c'est vraiment une minorité mineure. Et bien sûr, la minorité russe a souffert davantage parce qu'elle est aussi plus grande. Et il y a probablement eu d'autres facteurs qui les ont affectés, car au-delà des Russes, il y avait l'ère de l'Union soviétique et tout cela. Nous devons nous rappeler que les ultranationalistes ont obtenu leur première indépendance, entre guillemets, fournie par le Troisième Reich en 1941. C'est très intéressant parce que j'ai ici un document de 1945 des services de renseignement américains, et c'est un document sur la manière de gérer les réfugiés. C'est après, évidemment, la victoire. Le document est daté de juin 1945, et ce document indique que nous ne reconnaissons pas la nationalité ukrainienne. L'Ukraine n'était pas reconnue comme une nationalité, parce qu'à cette époque, elle était considérée comme une nationalité fournie par les nazis. C'est le point de vue occidental. Mais si vous le regardez du point de vue ukrainien, bien sûr, ils sont reconnaissants dans une certaine mesure aux nazis, parce qu'ils leur ont fourni leur première indépendance contre l'Union soviétique. Pour eux, l'Union soviétique était le véritable ennemi. C'est donc une perspective différente que je peux parfaitement comprendre, même si en Europe, nous avons toujours tendance à penser en noir et blanc. Mais je peux comprendre ceux qui associent l'idée d'indépendance à ceux qui ont fourni leur première indépendance. Pour nous en Europe de l'Ouest aujourd'hui, surtout dans mon cas, ayant une famille française qui a participé à la résistance française, c'est assez étrange de penser de cette manière. Mais si nous essayons de comprendre les différents points de vue, nous pouvons comprendre cela. En fait, tous ces éléments ont affecté notre comportement envers la Russie et ont empêché tout dialogue avec la Russie. Cela a été illustré par ce que mon collègue Glenn Deason a dit que j'ai mentionné auparavant. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que l'Union européenne
est presque dans sa propre boîte. Elle n'a aucune présence dans aucun conflit d'ailleurs, parce qu'elle est tellement concentrée sur la Russie qu'elle n'a absolument aucune présence en ce qui concerne la Palestine, par exemple, ou la Syrie. En Iran, personne ne parle de la politique européenne, de la politique étrangère ou de la diplomatie. Les gens regardent les États-Unis. Même pendant le conflit en Palestine, les gens se tournaient vers l'administration Biden. La Syrie, même chose. L'Iran, évidemment. Mais personne ne parle des Européens, bien que les Européens aient fait partie du processus du JCPOA signé en 2015. Nous assistons donc à un effondrement total de la diplomatie européenne parce que cette diplomatie est concentrée sur la Russie. Et c'est particulièrement vrai avec Kaja Kallas à la tête du SEAE, ce qui évidemment pour elle devient comme une obsession, presque comme Ursula von der Leyen. Eh bien, oui, c'est un peu un paradoxe avec Kaja Kallas, qui est maintenant, je suppose, la responsable de la politique étrangère de l'Union européenne. Elle a réussi à faire la déclaration qu'elle ne veut pas parler au président russe parce qu'il est un criminel de guerre, et qu'elle ne parle pas aux criminels de guerre. C'est donc une déclaration assez remarquable de la part d'une diplomate, bien sûr. Pour moi, c'est la question « Pourquoi lui parler ?» Je veux dire pourquoi. C'est un criminel de guerre. Je veux dire, je suis avocat de profession et j'ai consulté la définition des crimes de guerre et du génocide d'ailleurs. Et c'est la volonté de se débarrasser, vous savez, d'une partie d'une nation ou d'une nation entière. Et il a exprimé cette volonté, son intention. Il a pris des mesures pour cela. Et c'est un criminel de guerre. Et si vous dites qu'il n'y a aucun résultat à lui parler, alors pourquoi lui parler? Parce que je ne vois pas dans sa tête, bien sûr, ni dans les murs du Kremlin. Mais je pense que si tout le monde l'appelle constamment, il ne reçoit pas le message qu'il est isolé. Donc si nous voulons faire passer le message qu'il est effectivement isolé, ne l'appelez pas. Aucun intérêt. C'est exactement, je veux dire. Et cela se rapporte beaucoup à ce que j'ai mentionné à propos de mon collègue à Kiev. Nous avons le sentiment que la diplomatie est devenue une diplomatie de beau temps, mais elle n'est pas faite pour le mauvais temps. En fait, la diplomatie est précisément là pour aider en cas de mauvais temps, ou même pour empêcher le mauvais temps de s'aggraver. C'est le but de la diplomatie, en fait. Mais oui, c'est un peu triste dans un sens parce que l'Europe, nous sommes censés être unis par des valeurs, mais il semble que beaucoup de ces valeurs n'étaient pas si solides dans la fondation. Et quand il s'agit vraiment de cela, il semble y avoir plus d'unité par la haine envers la Russie. Mais j'ai trouvé intéressant ce que vous avez mentionné à propos de la Lettonie et de l'Estonie également. Parce que je me souviens à l'époque, ça fait un moment en fait, mais je me souviens quand ils allaient rejoindre l'UM et l'OTAN. L'argument principal envers les Russes était, vous savez, vous devriez être heureux qu'ils rejoignent l'UM et l'OTAN parce que nous avons nos fortes valeurs démocratiques libérales. Donc tous ces soi-disant non-citoyens, et d'ailleurs pour ceux qui écoutent, ce sont des personnes qui sont nées en Lettonie et en Estonie. Leurs parents, ils sont peut-être nés. Leurs grands-parents y sont peut-être nés, mais ils sont considérés comme des non-citoyens. Et s'ils parlent la mauvaise langue, ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas obtenir d'emplois gouvernementaux, et ils n'ont pas les mêmes droits pour les écoles publiques et les universités. C'est assez choquant. Et l'idée était que, eh bien, maintenant ils rejoignent l'OTAN, la communauté démocratique libérale. Cela devrait être la plus grande assurance que maintenant les choses iront bien. Et maintenant, c'était en 2004, 21 ans plus tard, où était cette promesse démocratique libérale?
Je pense que la préoccupation est que si vous donnez, évidemment, aux minorités russophones et ethniques russes, elles sont beaucoup plus sympathiques et moins haineuses envers la Russie. Cela remettrait peut-être en question le consensus dans l'UOA member, qu'elle pourrait, au lieu d'être anti-russe, être favorable. Je pense que cela a été également dans l'esprit des Russes lorsqu'ils ont vu l'Ukraine être en grande partie détournée par les puissances occidentales. Si vous allez avoir une Ukraine où, jusqu'en 2014, seule une petite minorité voulait faire partie de l'OTAN et que la majorité aurait choisi un partenariat avec la Russie si elle le pouvait, et si vous allez transformer tout ce pays en une ligne de front anti-russe, vous allez devoir exercer une oppression très forte et une déracification du public. Mais je veux vous interroger sur ce qui s'est passé avec les Européens en 2008. Parce qu'en 2008, lors du sommet de l'OTAN à Bucarest, en avril, il a été promis que l'OTAN s'élargirait. À cette époque, je me souviens que les Européens étaient assez préoccupés. Ils ne voulaient pas offrir le plan d'action pour l'adhésion. Selon Angela Merkel, cela serait considéré comme une déclaration de guerre. Mais néanmoins, cela a été fait. À ce stade, les Européens étaient conscients des préoccupations de sécurité russes, mais ils ont quand même suivi. Ensuite, nous avons eu, comme vous l'avez souligné auparavant, des années de ce processus de Minsk échoué, où nous avions évidemment un rôle clé. Même Angela Merkel, comme vous l'avez dit, l'a reconnu, qu'il ne faisait que gagner du temps. François Hollande a dit la même chose. Il l'a confirmé. Pourtant, comment pouvons-nous être si coincés en Europe dans ce récit non provoqué? Parce que c'est vraiment ce qui le motive. Tout est non provoqué. C'est comme si tout, de 2008 à Minsk, avait disparu. Et soudain, de nulle part, la plus récente réincarnation d'Hitler est apparue et veut maintenant conquérir toute l'Europe. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'opposition à ce récit? Parce que c'est tellement au-delà de l'absurde. Vous savez, quand on parle du conflit en Irak ou en Afghanistan, personne ne dit qu'il est non provoqué et injustifié. Mais quand on aborde la question en Ukraine, chaque commentateur, je veux dire ceux qui sont en faveur du récit occidental, utilise évidemment les mots injustifiés et non provoqués. Donc quand vous avez un tel récit, cela signifie qu'il était justifié et provoqué. Sinon, vous n'auriez pas besoin de le souligner. Et je pense qu'il a été provoqué. Tout d'abord, encore une fois, j'ai mentionné ce commentaire d'Alexei Arestovitch en 2019, où il explique une chose très étonnante. Une stratégie qui signifie que nous devons faire la guerre à la Russie et détruire la Russie. Une fois la Russie détruite, il n'y a plus de problème pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Donc si l'Ukraine entre en guerre avec l'OTAN, alors nous pourrons en discuter de certains termes pour mettre fin à la guerre. Non, nous ne parlerons pas des conditions de cessation de la guerre. Au contraire, cela poussera très probablement la Russie à mener une opération militaire majeure contre l'Ukraine, car ils devront nous placer dans une relation infrastructurelle et transformer tout en un territoire dévasté afin de nous dissuader de rejoindre l'OTAN. Alors, la Russie pourra-t-elle en confrontation directe avec l'OTAN? Bien sûr, non, pas l'OTAN. Ils devront le faire avant que nous entrions dans l'OTAN, afin que nous ne soyons pas intéressés par l'OTAN. Nous cesserons d'être intéressés en tant que territoire ruiné, avec une probabilité de 99,9%. Notre prix pour entrer dans l'OTAN est une grande guerre avec la Russie. Et dans une certaine mesure, il y a... Encore une fois, je ne suis pas dans la salle de planification de l'état-major général ukrainien. Mais...
And to some extent, there is, again, I'm not in the planning room of the Ukrainian General Staff, but I can assume that's the plan that was followed. Je peux supposer que c'est le plan qui a été suivi. Si vous revenez au document que j'ai mentionné, la Rand Corporation, je dois le souligner, est le groupe de réflexion du Pentagone. Elle a été créée pour les besoins du Pentagone à la fin des années 40 pour élaborer la stratégie nucléaire de l'époque parce qu'ils avaient une arme, mais pas de stratégie pour l'utiliser. Depuis lors, la Rand Corporation a été le groupe de réflexion privilégié. Et ils ont d'ailleurs de très bonnes publications, même si évidemment elles sont pro-américaines. Mais en ce qui concerne ce document que j'ai mentionné auparavant, Extending Russia, lorsque vous cherchez le terme « provoquer », vous verrez que cela apparaît à 8 reprises, car il suggère 6 mesures pour affaiblir la Russie. Parmi eux, d'ailleurs, il y a l'utilisation de l'Ukraine pour déstabiliser la Russie. À 8 reprises dans tout le document, ils disent que cela provoquera une intervention russe. À 8 reprises. Et même si vous regardez sous les risques, et si vous regardez le document, je pense que c'est vers la page 100 ou quelque chose comme ça, en tout cas, si vous lisez sous les risques, vous verrez que les auteurs de cette étude ou du rapport ont dit « Faites attention car cela pourrait entraîner une perte de territoire et de vies humaines pour les Ukrainiens. Et cela poussera les Ukrainiens vers une paix défavorable. » Cela signifie donc qu'ils avaient parfaitement anticipé que la stratégie qu'ils suggéraient dans ces documents menait à la guerre avec la Russie. Et cela signifie que si vous regardez les mesures qui ont été provoquées, vous pouvez examiner les 6 mesures de celles que vous avez vues se produire au cours des 3 dernières années qui concernent l'Asie centrale. Je veux dire, il y a différents facteurs. Je ne les ai pas en tête en ce moment, mais c'est très fascinant de voir comment ces gars étaient si... Ils ont conçu ces 6 mesures, et les ont analysées, mais ils ont également vu les risques de cela, et ce que nous observons ces jours-ci sont exactement les risques qui avaient été anticipés par ceux qui ont suggéré ou proposé cette stratégie. Donc tout est explicite dans une certaine mesure. Mais c'était une idée, et ici nous devons comprendre qu'il y a 2 niveaux de conflit, et nous devons faire attention à ne pas les mélanger, car ce qu'Emmanuel Macron a dit vendredi dernier dans son discours au public français a créé de la confusion en mélangeant ces niveaux. Le niveau le plus profond est évidemment le problème avec l'OTAN. Mais ce problème est un problème qui pourrait être résolu assez facilement. Rappelez-vous que la Russie n'est pas opposée à l'OTAN en tant que telle, car même la Russie a proposé de faire partie de l'OTAN. Quand j'étais à l'OTAN, j'ai commencé en 2012. À cette époque, Maïdan n'avait pas encore eu lieu, et la Russie, ainsi que la Biélorussie et d'autres, faisaient partie du soi-disant partenariat pour la paix et du Conseil de partenariat euro-atlantique. Et c'est dans ce cadre que j'ai effectivement permis à mon pays d'avoir une position pour moi au sein de l'OTAN. J'étais le seul Suisse travaillant à l'OTAN. Mais les Russes étaient là aussi, ce qui signifie que les Russes avaient des discussions régulières et normales avec l'OTAN. Ils n'étaient pas contre l'OTAN. Eh bien, le problème est, et je pense que le véritable problème a commencé en 2002 et plus tard, lorsque l'administration Bush, puis les administrations Obama et Trump ont commencé à abandonner tous les traités de désarmement. Le premier traité de désarmement était le traité ABM qui a été utilisé par l'administration Bush pour stationner des missiles antibalistiques en Pologne, en Tchéquie et en Roumanie. Le problème est que les lanceurs qui étaient prévus à l'époque pour être en Pologne, etc., sont à double usage.
planned at that time to be in Poland and so on, are dual use. That means you can either use them for anti-ballistic. Cela signifie que vous pouvez les utiliser à des fins antibalistiques, mais vous pouvez également les utiliser pour des missiles balistiques. Cela signifie que si vous le regardez du point de vue de la Russie, vous ne savez jamais exactement ce qui se trouve dans ces lanceurs, et c'est un risque potentiel. À ce stade, la Russie a commencé à invoquer la déclaration d'Astana de 2010, en particulier le principe de l'indivisibilité de la sécurité. Selon cette déclaration, la déclaration d'Astana est un document de l'OSCE signé par tous les participants de l'organisation euro-atlantique. Le principe fondamental de l'indivisibilité de la sécurité est que vous ne pouvez pas promouvoir votre propre sécurité au détriment de la sécurité de vos voisins. Par conséquent, le stationnement de missiles ou de missiles nucléaires sur votre territoire pourrait essentiellement être autorisé. Mais puisque cela crée un problème pour votre voisin, alors ce n'est pas autorisé parce que c'est un problème d'indivisibilité de la sécurité. Et c'est une question qui a été invoquée à plusieurs reprises par les Russes. Et c'est, je pense, un point clé auquel personne ne prête attention. Mais c'est une réalité dont il faut être prudent. Et si vous avez une organisation où vous avez un dialogue constant entre vous, alors vous résolvez ces problèmes. Et cela se rapporte à la question qui a également été invoquée à plusieurs reprises par les Russes, à savoir la sécurité par la coopération au lieu de la sécurité par la confrontation. Et c'est le principe. Rappelez-vous que j'ai mentionné l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a commencé comme la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, qui était initialement un projet de l'Union soviétique. Cela a commencé comme un projet de l'Union soviétique et s'est développé en processus d'Helsinki qui s'est terminé par l'OSCE. Mais cette idée de sécurité et de coopération est un aspect clé de la compréhension russe de la sécurité du continent. Je pense que nous soyons pour ou contre la Russie, ce n'est pas la question ici. Mais nous voyons que l'OTAN en tant que structure n'est pas adaptée au type de problème que nous avons, par exemple, en Ukraine et d'autres exemples. Je veux dire, les Balkans pourraient être un autre exemple. L'OTAN est surdimensionnée pour cela, parce qu'elle a été conçue pour la guerre nucléaire. Et nous voyons que si nous avons un problème en Europe, il ne peut pas être résolu en utilisant des armes nucléaires. Et donc, la sécurité du continent ne doit pas être basée sur la confrontation, comme c'était le cas pendant la guerre froide, où nous avions deux blocs opposés. Au lieu de cela, nous avons besoin d'un autre type de sécurité. Je suis un fervent défenseur de la sécurité par la coopération. D'ailleurs, c'est aussi le principe de base de la politique de sécurité suisse, la sécurité en coopérant avec vos voisins. Vous ne voulez pas antagoniser vos voisins. Vous essayez de coopérer avec eux. Cela a ses avantages et ses inconvénients, et il y a aussi des désavantages. Mais c'est la meilleure façon d'assurer votre sécurité. Je pense que cette vision, qui pourrait émerger lorsque vous avez mentionné la condition de ce qui pourrait advenir dans ce processus de paix, pourrait nous mener à quelque chose de similaire. Je ne sais pas. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Mais c'est la première couche du conflit en Ukraine. La deuxième couche, et je pense qu'il est très important de le rappeler aux gens, c'est que la raison pour laquelle les Russes sont entrés en Ukraine n'est pas à cause de l'OTAN. C'est à cause de la protection des civils. C'est la raison d'être de l'entrée en Ukraine. Et c'est très important de le dire parce que lorsque nous entendons Emmanuel Macron dire aujourd'hui qu'après l'Ukraine, la Russie attaquera l'Europe, nous avançons une autre raison. Il ne s'agit pas de reconstruire l'Union soviétique, car évidemment l'Europe occidentale n'a jamais appartenu à l'Union soviétique. Donc cela va au-delà de ça.
Et c'est cette idée que la raison pour laquelle la Russie est entrée en Ukraine était basée sur une décision irrationnelle. En fait, la décision d'entrer en Ukraine était parfaitement rationnelle. Elle était parfaitement limitée à la protection des civils. Et cela se rapporte à ce que Vladimir Poutine a dit le 24 février 2022 lorsqu'il a déclaré que les deux objectifs étaient la démilitarisation, ce qui signifie la paix, pour soulager ou supprimer la pression militaire sur la population russe, et la dénazification, qui consiste à supprimer la pression de ces paramilitaires contre la population. Et vous vous souvenez peut-être que juste avant la signature ou la signature partielle de l'accord à Istanbul le 28 mars 2022, l'armée russe a déclaré que l'objectif de dénazification était atteint. C'est à ce moment-là qu'ils ont entouré Mariupol, où vous aviez le régiment ou la brigade Azov, selon le moment où c'était un grand régiment. Mais au moment où le régiment Azov était encerclé à Mariupol, l'armée russe a déclaré que nous avions atteint l'objectif de dénazification, tandis que l'objectif de démilitarisation était en fait en cours. Et puisque les Européens continuent de fournir les Ukrainiens, évidemment nous reconstruisons toujours, non pas en réinventant la roue, mais en recréant le problème. Car vous vous souvenez peut-être qu'en juin 2022, Zelensky a dit qu'à partir de ce moment-là, nous dépendons de l'Occident, ce qui signifie que son armée avait été détruite, avait été complètement démilitarisée à ce moment-là. Et le soutien ultérieur qui a été fourni par les Européens de juin à décembre 2022, avec du vieux matériel soviétique provenant des pays d'Europe de l'Est, constituait le premier lot d'équipements. Puis ce lot a été détruit, il a été démilitarisé une deuxième fois. À partir de ce moment-là, Zaloujny a demandé des chars M1 Abrams et Léopard 2 et des choses de ce genre. C'est ce que nous avons vu apparaître sur le théâtre au tout début de 2023, ce qui a permis aux Ukrainiens de commencer leur soi-disant contre-offensive en juin 2023, et cela a été à nouveau détruit. Ensuite, il y a eu une demande pour de nouveaux équipements, et vous avez eu les Patriots, et tout cela, je dirais, des équipements de technologie plus avancés qui ont été fournis aux Ukrainiens parce qu'ils avaient été démilitarisés pour la troisième fois. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ils sont complètement démilitarisés. Mais la situation est encore pire aujourd'hui parce que les Américains n'ont plus de ressources à leur fournir et les Européens sont complètement épuisés. Maintenant, ils doivent puiser dans leur propre stock pour fournir cela. Cela signifie que plus le temps passe, moins les Européens sont capables de tenir leurs promesses. Nous devons nous rappeler qu'en avril 2022, lorsque Zelensky a retiré sa proposition aux Russes qui avait été signée par la délégation ukrainienne, les Russes étaient sur le point de signer leur part de l'accord, mais Boris Johnson est venu et a dit « Non, 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 vous retirez votre proposition ». À ce moment-là, Zelensky l'a échangé contre un soutien illimité. Et c'est la raison pour laquelle Zelensky vient et continue de venir demander de l'équipement, car cet équipement lui a été promis. On lui a promis un soutien illimité. Le problème est que comme c'était le cas au tout début de l'offensive, je me souviens que le 1er mars 2022, le ministre français de l'économie disait que nous ferions s'effondrer la Russie. Il suggérait que cela se produirait en quelques semaines parce que nous avions sous-estimé la résilience militaire, économique et sociétale des Russes. Nous pensions que cela s'effondrerait beaucoup plus rapidement que cela ne s'est produit. Par conséquent, Zelensky est maintenant piégé dans une situation où il a abandonné sa perspective de paix contre une promesse que l'Occident n'est pas en mesure de tenir parce que la Russie est plus forte que prévu. Well, it provides
Eh bien, cela offre une belle transition vers ce que je voulais aborder ensuite. Je voulais vous interroger sur la possibilité de paix, car il semble que la guerre touche à sa fin, soit sur le champ de bataille, soit par des négociations. Maintenant, vous avez précédemment soutenu que dans un contexte plus large, ce qui a causé la guerre et l'effondrement de l'architecture de sécurité européenne a été l'échec à reconnaître ce principe clé de sécurité indivisible. C'est-à-dire que un côté ne devrait pas augmenter sa sécurité au détriment d'un autre. Ce qui est assez intéressant, c'est que cela a presque été une stratégie, une approche pour faire cela, simplement parce que cela a été le modèle pour une paix hégémonique qui s'est manifestée à travers l'expansion de l'OTAN. Parce que le mois précédent, l'OTAN avait promis à l'Ukraine une future adhésion en 2008. C'est-à-dire qu'en mars 2008, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, dans un câble de Wikileaks, aurait apparemment dit aux Américains que notre stratégie principale envers la Russie devrait être de la rendre un peu ou légèrement désespérée avec nos activités aux frontières de la Russie. Et encore une fois, cela contraste avec ce que serait la sécurité traditionnelle, c'est-à-dire que les grandes puissances n'essaient pas d'améliorer leur propre sécurité aux dépens de l'autre. Mais dans ce cas, c'était l'objectif réel. Et nous avons également vu cela dans le document de la RAND de 2019. L'argument était que si nous menaçons avec l'expansion de l'OTAN, cela incitera les Russes à investir plus de ressources et de vies dans le Donbass, déjà en 2019. Mais je voulais vous demander comment, juste pour évaluer la possibilité d'un accord de paix, car indépendamment de toutes les discussions et des fanfaronnades de l'administration Trump, c'est un bon point de départ de commencer par ce que veulent les Russes, car ils gagnent la guerre. Alors, qu'est-ce que la Russie veut des négociations? Idéalement, mais aussi, où voyez-vous qu'elle serait prête à faire des compromis et à négocier? Quelle est la demande minimale, je suppose, par rapport à ses objectifs déclarés? Nous connaissons exactement la position des Russes à ce stade. Je veux dire, ils ont dit pour commencer, pour initier le processus, pour s'engager dans la négociation, il y a deux conditions qui doivent être remplies. La première est qu'il ne devrait pas y avoir de présence ukrainienne dans les 4 oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk. C'est clair. Et la deuxième est la neutralité de l'Ukraine. Et c'est probablement la partie la plus délicate, car c'est là que vous pouvez avoir des problèmes aujourd'hui. Il y a une compréhension commune, disons-le ainsi. Je ne suis pas sûr que les Ukrainiens soient totalement d'accord avec cela. Mais quand nous voyons les sondages menés en Ukraine, nous voyons que de plus en plus de gens comprennent que la réalité sur le terrain est telle que l'Ukraine devra renoncer à récupérer le territoire qui a été perdu aux Russes. Et en plus, pour les Russes, il faut dire que garder ces territoires n'est pas seulement pour avoir une expansion territoriale, même si c'est évidemment un pont terrestre vers la Crimée et tout ça. C'est clair. Mais il y a une deuxième chose que personne ne mentionne. C'est aussi une façon d'éviter que la population de ces républiques soit soumise à des violences de vengeance si elle était rendue aux Ukrainiens. Exactement ce que les Russes ont vécu en 2014. Car après le soulèvement que j'ai mentionné en 2014, il y a eu beaucoup d'actions de vengeance de la part de ces paramilitaires, et cela a en fait commencé à radicaliser ou à antagoniser fortement les deux communautés. Donc garder ces territoires est une chose, mais tout le monde commence à admettre que probablement l'Ukraine devra abandonner ces territoires. La deuxième chose est la neutralité. Et ici, nous devons être très clairs. Si vous regardez la constitution de l'Ukraine, l'ancienne constitution,
Il y en a une en 1991 et une en 1996. Elle ne mentionne pas la neutralité. Elle ne mentionne pas la neutralité. Mais elles disent qu'il n'y aura pas de bases étrangères et de troupes étrangères en Ukraine, ce qui peut être interprété comme une sorte de neutralité, mais ce n'était pas une neutralité formelle. Et c'est important parce que beaucoup de commentateurs pensent que c'était la neutralité et donc que l'Ukraine n'avait pas le droit de rejoindre l'OTAN. Je pense que c'est probablement dans le traité de la CEI qui a été signé lorsque l'Union soviétique s'est scindée, qu'il y avait une idée de ne pas appartenir à des alliances. Je ne suis pas sûr de cela, mais c'est probablement là que vous avez cela. Mais dans la constitution ukrainienne, vous n'avez pas cela, mais il est certainement explicitement indiqué qu'il ne devrait y avoir ni troupes étrangères, ni bases étrangères dans le pays. Ce qui signifie qu'en théorie, l'idée de faire partie d'une alliance pourrait être autorisée. C'est là que l'indivisibilité de la sécurité entre en jeu. Parce que, évidemment, avoir l'Ukraine comme membre de l'OTAN et avoir le risque de troupes de l'OTAN, comme ça s'est produit en Pologne, dans les États baltes et d'autres pays, et même le stationnement de ces missiles, explique d'ailleurs le célèbre discours de Vladimir Poutine à Munich en 2007. C'est exactement ce qui a déclenché son célèbre discours, qui a finalement poussé les pays occidentaux à demander l'OTAN, et tout cela. Ils se sont sentis un peu offensés par sa position, mais la position russe était totalement légitime à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, ce sera le point le plus délicat, car tout le monde dit, eh bien, l'Ukraine devrait être souveraine et avoir le droit de... et blablabla. Et c'est là que probablement, si nous voulons résoudre le problème, nous devrons repenser toute l'architecture de sécurité européenne. C'est mon point de vue personnel, parce que d'ailleurs, ce qui se passe ces jours-ci, c'est que les Européens se sentent abandonnés par l'administration Trump, ressentent le besoin d'avoir une politique de sécurité indépendante, une défense indépendante, et tout cela, ce qui signifie qu'il y a probablement des réflexions en Europe. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ces réflexions soient très constructives. Ils sont dirigés contre la Russie, plutôt que d'avoir un meilleur système de sécurité qui assure la sécurité par la coopération précisément et non par la confrontation. Je pense que nous sommes dans un état d'esprit très conflictuel. Donc, ce qui se passe aujourd'hui pourrait être un bon point de départ pour avoir quelque chose de nouveau et une nouvelle approche de la sécurité, mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas pour deux raisons. Mais une raison, si vous voulez une politique de sécurité, et cela s'applique à tout pays et évidemment aussi à l'Union européenne, une politique de sécurité repose sur deux piliers, la politique étrangère et la politique de défense, pour simplifier. Chaque pays a les deux essentiellement et joue alternativement avec, je veux dire évidemment, le plus souvent avec la politique étrangère plutôt que la politique de défense. Mais ce sont les deux piliers. Et la politique de défense serait probablement plus pour le mauvais temps, et la politique étrangère pour le beau temps, je ne sais pas. Et vous avez un chevauchement lorsque vous traversez des périodes troublées. Mais c'est l'idée. Maintenant, si vous regardez l'Union européenne, comme nous l'avons dit auparavant, elle n'a pas de politique étrangère. Je veux dire la diplomatie étrangère, il n'y a rien. Il y a une institution, mais elle n'est pas utilisée comme elle le devrait. Quand nous voyons des conflits comme l'Ukraine, il n'y a pas de véritable politique étrangère, parce que nous ne savons pas exactement à quoi cette politique étrangère vise. Je veux dire, jusqu'à présent, ils ont juste fourni des armes, ce qui n'est pas vraiment une politique étrangère à mon avis. Et nous voyons qu'il n'y a pas de discussion alternative. Il n'y a pas de planification alternative. Et nous voyons que même, comme nous l'avons dit auparavant, Trump avait déjà annoncé 1 an auparavant, avant d'être élu, qu'il ferait tous les efforts pour arrêter le conflit en Ukraine.
Et après avoir été élu, évidemment, il a commencé à prendre des mesures pour arrêter ce conflit. Il a nommé Keith Kellogg, et tout cela afin d'avoir des instruments pour stopper le conflit. Je ne suis pas sûr qu'il comprenait bien le conflit, mais c'est un autre sujet. Mais il voulait le faire. Mais assez curieusement, tout le monde le savait, c'était dans les nouvelles, dans les médias et tout ça. Mais l'Union européenne n'a rien fait à ce sujet. Il n'y a absolument eu aucun mouvement de la part du service européen pour l'action extérieure, pour fournir un plan alternatif, contrer Trump, ou trouver un moyen d'accommoder la politique américaine avec la politique européenne et des choses comme ça. Rien. Zéro. Ils ont juste été surpris, comme Trump l'a annoncé, par la réunion à Riyad entre les Russes et la délégation américaine. Cela signifie que les Européens n'étaient absolument pas préparés à cela. Et cela montre qu'il n'y a absolument aucune politique étrangère. Ils se concentraient totalement sur l'affaiblissement et la destruction de la Russie. Point. Il n'y a pas de plan alternatif, il n'y a pas d'autre priorité, rien d'autre. C'est juste ça, c'est la première chose. Et maintenant, ils remarquent qu'ils n'ont même pas de politique de défense. Et même si nous parlions d'une politique de défense qui pourrait être, disons, matérialisée à ce stade par l'envoi de troupes en Ukraine, seuls deux pays peuvent le faire, la France et le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni ne fait même pas partie de l'UE-GORD. Cela signifie donc que même la politique de défense n'existe pas. Nous parlons donc d'une politique de sécurité par une organisation qui n'a absolument aucun plan, même pas les institutions. Et même quand nous en parlons maintenant, nous parlons de réarmer l'Europe et tout cela. Donc je ne discute même pas de la question de reconstruire un complexe militaro-industriel en Europe. D'ailleurs, si ce complexe militaro-industriel n'a pas été démantelé, mais a été réduit en Europe, c'est parce qu'à cette époque, nous ne ressentions pas le besoin d'en avoir un. C'est très important. C'est parce qu'après la guerre froide, nous pensions que la guerre froide pouvait fournir un cadre pour une véritable coexistence pacifique, et donc nous pouvions réduire nos dépenses militaires, notre appareil militaire et le complexe militaro-industriel au minimum, parce que nous avons toujours besoin d'une armée. Je suis un ancien colonel de l'armée suisse, donc je ne suis certainement pas contre une armée sous le principe que vous avez toujours une armée sur votre territoire, soit la vôtre, soit celle de quelqu'un d'autre. Par conséquent, vous avez besoin d'une armée, mais vous n'avez probablement pas besoin d'avoir exactement le même niveau de préparation si vous vous sentez en paix avec vos voisins que si vous vous sentez en guerre. Et c'est exactement la raison pour laquelle notre complexe militaro-industriel a été réduit après la guerre froide. Donc ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le problème est que, aujourd'hui, vous voyez que même Emmanuel Macron doit créer une menace. Il doit inventer l'idée que la Russie est prête à attaquer l'Europe, et tout cela afin de provoquer ce mouvement vers un réarmement de l'Europe. Cela montre clairement qu'en Europe, personne n'y avait pensé, et tout arrive soudainement ces jours-ci. Soudainement, nous voulons envoyer des troupes et dépenser 800 milliards d'euros pour la défense et tout cela. Nous devons reconstruire les armées et rétablir le service militaire obligatoire. Et tout ça se fait en une semaine. Cela montre exactement que nous n'avons pas de politique. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de réflexion derrière notre vision de l'avenir de notre sécurité. Désolé, vous savez, en Allemagne maintenant, discutant de la nécessité des armes nucléaires. Je veux dire, beaucoup de cela n'est que des réactions, un peu de panique. Nous continuons à nous vanter et à faire des choses auxquelles nous n'avons pas vraiment réfléchi. Je pense que beaucoup de décisions ont été mauvaises, ce qui démontre cette immaturité géopolitique.
Bien sûr, on peut en blâmer le fait d'avoir externalisé une grande partie de notre politique étrangère aux Américains pendant 80 ans. Mais ma dernière question concerne ce que vous voyez venir maintenant de l'Europe. Car bien sûr, on peut soutenir que la première règle de la géopolitique est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans ce sens, parier tout sur les États-Unis suppose d'une certaine manière que les États-Unis placeront les intérêts européens avant les leurs. Mais aussi je suppose qu'il y a le problème de définir les intérêts européens, étant donné que, comme vous l'avez mentionné, le seul objectif semble être que nous devons continuer à combattre la Russie. Et nous n'avons même pas discuté de ce que signifie vaincre la Russie, c'est-à-dire vaincre la plus grande puissance nucléaire mondiale. Il y a donc un grand manque de réflexion stratégique. Mais où l'Europe peut-elle aller à partir d'ici? Et où est-elle probablement en train d'aller? Sommes-nous en train de dériver vers l'irrélevance? Certes, la situation militaire ne semble pas très bonne économiquement. De plus, il semble être affaibli économiquement. Géopolitiquement, au moins, ils se sentent de plus en plus isolés. Dans le passé, au moins la diplomatie se déroulait sur le sol européen. Maintenant, nous ne sommes pas invités aux discussions. Et ils vont parler ailleurs, les Russes, les Américains. Personne ne veut des Européens, et ils n'en ont pas besoin. Ils sont perçus comme irréalistes. Ils sont perçus comme peu fiables. Rien de tout cela n'est bon pour nous. Je veux dire pour nous Européens. Alors, dérivons-nous vers l'irrélevance, et voyez-vous un moyen de nous éloigner de ce chemin? Le problème est qu'aujourd'hui, nous avons des calendriers conflictuels tout d'abord. Je pense que les Américains veulent mettre derrière eux le conflit en Ukraine. Cela signifie que pour l'instant, ce qu'ils veulent, c'est pousser les deux parties, la Russie et l'Ukraine, à la table des négociations. Et ils veulent éviter que les Européens soient impliqués dans cela. Et les Européens, parce qu'ils n'ont pas de présence significative, je veux dire, comme vous l'avez justement dit, nous ne savons pas exactement ce que les Européens veulent accomplir, car continuer la guerre n'est pas un accomplissement. Où cela mène-t-il? Et personne ne le sait. Et je pense même qu'en Europe, personne ne le sait. Il s'agit juste de combattre la Russie. Point. Mais jusqu'à quel point? Comment pouvons-nous définir la victoire pour l'Ukraine ou la défaite pour la Russie? Et quel est le point où nous décidons d'arrêter de nous battre? Personne ne le sait du tout. Donc maintenant, vous avez une Europe qui plaide simplement pour plus de guerre, mais sans savoir jusqu'à quel point. Attend-il que l'Ukraine soit détruite? Parce que nous sommes définitivement dans une guerre d'usure. Et dans une guerre d'usure, évidemment, si vous êtes le plus faible, vous deviendrez encore plus faible. Plus vous laissez le temps à la guerre d'usure de se dérouler, plus il est certain que le plus faible ou le plus faible deviendra encore plus faible et finira par disparaître. Donc, la logique de perpétuer la guerre n'a absolument aucun sens de mon point de vue. Et je pense que les Américains ont identifié cela. Et donc, ils veulent garder les Européens à distance, et ils ne veulent probablement même pas être directement impliqués dans la discussion eux-mêmes. Ils veulent simplement promouvoir un dialogue et parvenir à un règlement. Point final. Je ne suis pas sûr qu'ils veuillent un règlement spécifique, d'ailleurs, mais ils comprennent que si nous laissons les choses continuer, et je pense que Trump l'a exprimé à plusieurs reprises, que si les choses continuent ainsi, l'Ukraine disparaîtra. Et cela a même été déclaré par certains, même Kirilo Budanov, le chef du renseignement militaire, a déclaré quelque chose de similaire. Cela signifie que je pense que l'idée de continuer d'alimenter et de nourrir le champ de bataille n'a aucun sens. Le problème est que personne en Europe ne ressent que cela n'a aucun sens. Et je pense que le premier objectif est d'avoir un règlement en Ukraine.
the first timeline is to have a settlement in Ukraine, and the second timeline is to define. Et le deuxième calendrier est de définir, comme nous en avons discuté auparavant, une politique étrangère, une politique de défense, une politique de sécurité, une nouvelle architecture de sécurité européenne. Et cela prendra du temps. Même si nous prenons simplement la déclaration d'Ursula von der Leyen sur le réarmement de l'Europe et ce que veulent les Américains, nous voyons un énorme écart. Parce que même si vous investissez 800 milliards, tout d'abord, vous ne les investirez pas en un jour, ce qui signifie que reconstruire et réarmer l'Europe prendra des années, tandis qu'Emmanuel Macron parle d'une menace existentielle dans les semaines à venir de la part de la Russie. Donc nous voyons que nous sommes ici entre des calendriers définitivement conflictuels, montrant aussi, comme vous l'avez justement mentionné, l'immaturité des politiciens européens. Et je pense que c'est le véritable problème. Maintenant, mon point de vue personnel est que l'administration Trump imposera d'une manière ou d'une autre un dialogue, imposera un processus de négociation, que ce soit en faveur de l'Ukraine, j'en doute, parce que, comme vous l'avez justement dit, la Russie est en train de gagner. Et à la fin de la journée, s'ils gagnent de cette manière, il n'y a aucune incitation pour eux à avoir une discussion. Quand nous parlons de « nous avons commencé avec la question du cessez-le-feu de 30 jours », quelle est l'incitation pour la Russie d'avoir un cessez-le-feu? Ils gagnent. L'incitation est juste pour l'Ukraine. Alors que reçoivent-ils en contrepartie du cessez-le-feu? Vous voyez, la réalité est que s'ils étaient égaux sur le champ de bataille, si vous aviez une véritable impasse comme les gens le pensent, alors vous pourriez dire « Ok, nous devons donner un peu à chacun ». Mais le problème est qu'aujourd'hui, la Russie est définitivement en train de gagner. Et ce qui s'est passé dans l'oblast de Koursk ces derniers jours montre que les Russes sont définitivement sur la voie de la victoire. Cela signifie que nous sommes dans une situation où nous devons trouver une solution rapide, et la réponse des Européens est seulement à moyen ou long terme. Par conséquent, je ne vois pas exactement comment les Européens peuvent s'intégrer dans le processus que les Américains parrainent en Ukraine. Et mon avis est que les Américains continueront leur processus. Ils mettront la pression sur les Ukrainiens pour y parvenir. Nous espérons que cela mènera à une bonne paix. Mais encore une fois, cela sera en partie décidé sur le champ de bataille, car tant que les Russes n'auront pas sur la table des négociations ce qu'ils attendent, ils continueront à se battre. Cela signifie qu'en fin de compte, le résultat du processus de paix viendra à la fois du champ de bataille et de la table des négociations. Et c'est ce que les Européens n'ont pas compris. Maintenant, ils auront probablement un rôle secondaire dans le processus parce que c'est l'Union européenne et ils forceront probablement leur entrée dans le processus. Mais je ne suis pas sûr que les Américains leur permettront d'avoir une voix forte à ce sujet parce qu'ils savent qu'ils ne veulent même pas que le processus ait lieu. Donc c'est une position très difficile vue du côté des Américains. Et ils feront probablement tout leur possible pour éviter que les Européens soient impliqués. Et pour les Européens, à la fin de la journée, parce qu'ils n'ont pas de politique étrangère, parce qu'ils n'ont pas d'objectif, parce qu'ils n'ont pas de stratégie, parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent accomplir, sauf juste combattre la Russie, ils seront mis à l'écart. Et c'est, je pense, j'espérerais, mais ce n'est qu'un espoir car je suis sûr que cela n'arriverait jamais. Je veux dire sous la constellation et le leadership actuel. Nous ne pouvons qu'espérer que cela pourrait déclencher le besoin pour les Européens de repenser leur politique étrangère, de repenser leur manière de s'engager,
non seulement dans le cadre du conflit ukrainien et des relations avec la Russie, mais aussi avec tout le Sud. Car nous voyons que l'Europe est déconnectée de partout, et elle sera également déconnectée des États-Unis, car les États-Unis, en raison des tarifs et tout cela, veulent transférer des emplois de l'Europe vers les États-Unis, ce qui augmentera l'isolement de l'Europe. Et je pense que les Européens n'ont même pas compris cela. Cela signifie que dans les jours que nous vivons aujourd'hui, les Européens auraient dû reconnaître ou identifier l'opportunité de repenser leur propre avenir, leur propre architecture, leur propre, en allemand, vous diriez, Weltanschauung. In German, you would say Weltanschauung, because that's their understanding of the world. Parce que c'est leur compréhension du monde d'une certaine manière. À mon avis, ils se sont complètement concentrés sur le conflit ukrainien et la lutte contre la Russie, et ils ont perdu de vue le reste du monde, même leur propre économie. Maintenant, ils réalisent qu'ils sont sous le choc et en panique, parce qu'ils voient qu'ils sont du côté de l'Atlantique. Ils sont entre les États-Unis et la Chine, parce qu'ils ont maintenant antagonisé tout le monde. Les Russes ne sont pas très enclins à reprendre les relations avec l'Europe, en fait, parce qu'ils ont reconstruit les réseaux vers l'Eurasie et l'Asie. Ils ont rétabli le contact avec le Sud. Ils ont réorganisé leur marché vers le Sud. Et aujourd'hui, même quand on parle de gaz, par exemple, même les Ukrainiens ont détruit les pipelines. For instance, even the Ukrainians have destroyed the pipelines. Nord Stream, I don't even need to mention that. Nord Stream, je n'ai même pas besoin de le mentionner. Cela signifie que pour les Russes, revenir vers l'Europe est un handicap, ce qui signifie que pour l'Europe, ils sont en fait de plus en plus déconnectés du reste du monde. Et ils ne s'en sont pas encore rendus compte parce qu'ils pensent simplement entre eux dans leur bulle, mais ils sont dans la bulle. Et je pense que c'est un problème de mentalité. Les élites que nous avons, je veux dire, si vous pensez à Keir Starmer, quand vous voyez Annalena Baerbock, quand vous voyez Ursula von der Leyen et tout ça, ces gens sont complètement dans leur propre monde. Je veux dire, ils ne comprennent pas ce qui se passe en dehors des frontières de l'Europe. Et cela, je pense probablement, nous devrions avoir un changement massif dans le leadership en Europe pour avoir des personnes qui commencent à penser différemment. Nous devons réinitialiser toute la pensée européenne. C'est mon point de vue. Et cela se produira, je veux dire évidemment pas en un jour. Cela prendra du temps. Mais nous voyons déjà des mouvements. Nous l'avons vu en Allemagne, nous l'avons vu dans certains pays. Mais ce n'est pas... Je ne suis pas sûr que ce soit même le meilleur mouvement, parce que nous ne voulons pas revenir à une sorte d'idéologie nationaliste. Ce n'est pas l'idée. Nous devrions avoir des gens qui réfléchissent à comment mieux travailler ensemble. Et mon point de vue personnel, je ne suis pas antagoniste à l'Europe. Je pense que Maastricht était un pont trop loin. Avoir un marché commun, ce que nous avions avant Maastricht, était le meilleur pour l'Europe. Garder les identités de chaque pays, coopérer les uns avec les autres, faciliter le commerce et les échanges et tout cela, mais commencer à avoir des structures communes. J'ai le mot en allemand, désolé pour ça, mais le leadership et les structures de direction sont trop lourds pour l'Europe. Nous sommes trop diversifiés. Les Estoniens n'ont pas les mêmes aspirations, ni la même compréhension du monde que les Portugais. Vous êtes de Norvège, je suis de Suisse. Nous sommes deux pays connus pour notre, disons, juste compréhension du monde. Mais même si vous avez une vision nordique, j'ai une compréhension plus centre-européenne des choses. Donc, il y a de grandes différences. Nous pouvons trouver un terrain d'entente, mais il y a des différences. Et il sera très difficile d'unifier tout cela en un projet flou ou de faire en sorte que tout le monde regarde dans la même direction et les mêmes aspirations. Nous sommes trop divers pour cela. C'est mon point de vue personnel.
Quelqu'un doit repenser toute cette architecture européenne. Nous devrions améliorer la coopération, nous devrions améliorer le commerce entre nous, nous devrions améliorer la façon dont nous pouvons interagir les uns avec les autres. Tout cela doit s'améliorer. Mais je pense que rejoindre la même structure et appartenir à la même structure, le même système politique, avec des personnes qui ne sont même pas élues à Bruxelles, c'est vraiment un pas trop loin. À mon avis, Maastricht était juste un pas trop loin. Je pense que c'est une caractéristique de la nature humaine. C'est-à-dire que nous regardons notre propre groupe, le groupe d'appartenance, tel qu'il est, et nous exagérons les similitudes. Nous pensons que nous sommes très similaires, puis nous regardons le groupe extérieur, nos adversaires, et nous supposons qu'il n'y a rien en commun, des opposés complets. Si cela peut être abordé, généralement de nombreux problèmes peuvent être résolus. C'est-à-dire que les Européens, de la Norvège à la Suisse, sont des pays très différents, et nous exagérons souvent combien ils ont en commun. Cela peut être une bonne chose d'avoir cette diversité européenne. En effet, cela reflète l'idée autour des cités-États grecs, la vitalité qu'elles gagnent. Donc on ne devrait pas jeter cela et accumuler également beaucoup de problèmes en forçant tout le monde dans la même boîte. Et c'est pareil avec les Américains. Surtout dans ce pays, les politiciens sont assez sauvages. L'hypothèse selon laquelle, parce que nous sommes alliés, nos intérêts se chevaucheront presque complètement. Je veux dire, nous aurons des intérêts différents. La grande puissance veillera d'abord à ses propres intérêts. Cela devrait être du bon sens, mais nous supposons que tout est exactement pareil parce que nous sommes dans le même bloc. Et puis nous regardons le groupe extérieur, les Russes. Et oui, ils sont toujours complètement opposés à nous. Ils sont notre autre à chaque fois. Et nous exagérons et sous-estimons combien nous avons réellement en commun, car ce n'est pas si différent. Donc non, j'espère qu'il y aura des changements, mais je suis un peu pessimiste ces jours-ci, je suppose. Nous devrions tirer parti de nos différences, mais nous devrions exploiter nos similitudes. Oui, mais comme vous l'avez justement dit, mettre tout le monde dans la même boîte, avec le même objectif, avec la même ligne, avec le même... Nous recréons l'Union soviétique en Europe aujourd'hui. Et nous voyons cela d'ailleurs dans la liberté de la presse, la liberté d'expression et tout cela. Nous voyons que tout doit être aligné sur la même chose. Et cela, je pense, va trop loin. Nous allons trop loin, mais bon. Eh bien, le savant britannique David Mitrani a écrit dans les années 1960 que si l'Europe optait pour un modèle fédéraliste, l'objectif en soi devrait être de fédéraliser. Il a prédit qu'à cette époque, l'Europe occidentale commencerait à ressembler davantage à l'Union soviétique. Donc, vous pourriez avoir raison sur ce point. Quoi qu'il en soit, Collerboard, j'apprécie vraiment votre temps. Vous avez été très aimable de nous en accorder autant. Alors, merci. Cela était extrêmement. J'espère que nous pourrons à nouveau discuter à l'avenir. Et encore. Ce fut un plaisir. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci beaucoup.